Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Dans moins de 15 minutes, les traditionnelles questions d'actualité dans l'hémicycle au Sénat. Nous sommes juste au pied de l'hémicycle, ici, salle des conférences. Avec nous, pour commencer cette émission, 15 minutes avant les questions d'actualité, deux personnalités très importantes. La ministre, évidemment, avec nous, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Maryse Lebranchu. Merci de répondre à nos questions. Le texte est débattu en ce moment au Sénat sur les métropoles, la décentralisation. On va y venir, bien entendu. Mais avant, avec notre autre invité, évidemment, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Merci d'intervenir en direct avec nous. On va parler, évidemment, de ce qui s'est passé hier soir à Paris. Clément Méric, un jeune étudiant affilié à l'extrême gauche dans un syndicat qui a été passé à tabac, littéralement agressé par une bande, en tout cas dite néo-nazie d'extrême droite selon le ministre de l'Intérieur. Il est entre la vie et la mort, en mort cérébrale, c'est ce que dit aujourd'hui l'hôpital. Quel est le témoignage que vous pouvez nous formuler aujourd'hui? Est-ce que selon vous, comme le dit Manuel Valls, c'est un acte de la marque de l'extrême droite? Écoutez, d'abord, on doit dire qu'il y a un moment où les choses sont inacceptables. Et ce qui s'est passé hier soir n'est pas un acte parmi d'autres. Ce qui est touché là, c'est pas simplement nos consciences, nos convictions. Ce qui est touché là, c'est la République en elle-même. Qu'un jeune étudiant en sciences politiques puisse être de cette manière-là, de façon délibérée, quasiment préméditée, assassiné à Paris, pas loin de l'université à laquelle il appartenait, ça appelle pour nous, responsables politiques, une réaction d'ampleur et très solennelle. Et c'est pourquoi je tiens absolument à le manifester en ce moment. Certains disent que c'est aussi dû au climat qui règne actuellement, dans le climat politique, après les diverses manifestations qui ont émaillé, évidemment, la discussion autour du mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la faute en vient à ce climat très lourd qui pèse en ce moment en France? Vous le savez, dans ce pays, il y a des groupes qui n'acceptent pas la démocratie, qui n'acceptent pas la République, qui n'acceptent pas la légitimité démocratique. Et à partir de là, ils génèrent la violence. Et en générant la violence, ils poursuivent des buts, des objectifs que nous connaissons bien. Nous avons connu toutes les générations, ces groupuscules d'extrême droite, toujours très violents. Et aujourd'hui, après ce que nous avons vécu, vous avez raison d'en parler, ce climat de violence qu'ils ont eux-mêmes entretenu, bien voilà, nous arrivons à ce résultat. Un jeune Français, un jeune étudiant français, assassiné dans les rues de Paris. Je crois que nous avons tous, responsables politiques, quelles que soient nos sensibilités, à nous exprimer fortement aujourd'hui. Et j'appelle tous ceux qui le pourront à participer aux manifestations qui sont organisées. Alors pour information quand même, il y a eu une vague d'interpellations selon Manuel Valls qui a déclaré à l'instant qu'il y avait une accélération de l'enquête, plusieurs interpellations dont l'auteur présumé des coups, c'est important, il faut le signaler. Est-ce qu'on peut imaginer dissoudre ces groupes néo-nazis ou en tout cas proches de l'extrême droite qui prêchent la violence? Écoutez, je ne serais pas du tout choqué, il y a une logique à s'interroger sur cette question et la dissolution de ces groupes avec les actions qu'ils conduisent et ce que nous venons de connaître irait à mon sens très fortement dans ce sens. Donc il faut faire très attention car il y a des conditions à remplir pour cela. Mais moi je ne vois que des avantages à ce qu'on puisse stopper de cette manière-là, mais ça ne sera pas suffisant les agissements de ces personnes. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel. On sait qu'évidemment il y aura un témoignage juste avant les questions d'actualité. Donc dans quelques minutes dans l'hémicycle, on vous laisse évidemment regagner cet hémicycle. Merci d'être intervenu en direct avec nous. Maryse Lebranchu, je voudrais quand même avoir votre témoignage. Ancienne garde des Sceaux, faut-il le préciser. On parlait à l'instant de ces groupuscules. Est-ce qu'on peut imaginer une loi ou un décret en fonction du degré évidemment d'appel à la violence pour ces groupuscules? Alors il y a déjà dans le code pénal français des incriminations possibles. L'incitation à la haine, l'incitation à la violence, le prosélytisme de la violence, du rejet de la xénophobie, etc. Mais Jean-Pierre Bel a raison de dire, soyons extrêmement prudents sur ces déclarations. Attention à ne pas victimiser un certain nombre de personnes qui en profiteraient peut-être pour entraîner dans le terrorisme certains qui se sentiraient des ailes en entendant cette exclusion. Donc je pense que le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale en parleront sûrement. Restons prudents et très solidaires d'une famille brestoise
qui aujourd'hui est dans une douleur immense. Je pense que la République est blessée, nous sommes blessés, mais nous sommes solidaires de cette famille et nous leur disons aussi que la République ne peut pas supporter l'insupportable que eux supportent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde politique, je dis bien tout le monde politique, doit être interpellé. Parce que dans une société fragile, en pleine période de crise, les terreaux pour semer la violence sont parfois plus fertiles. Donc toute la société politique, tous les groupes politiques, mais aussi les syndicats, les associations doivent se poser des questions sur cette société capable de générer de telles violences. Est-ce à dire justement que les partis politiques ont mal fait ou n'ont pas joué leur rôle ces dernières semaines au moment du débat sur le mariage, notamment sur ce débat-là, pas que? Moi, je ne veux pas faire le lien entre les deux, même si j'ai été choquée d'un certain nombre de comportements, de mots, mais le politique et l'ancienne garde des Sceaux que je suis a envie de vous le dire, doit toujours être prudent dans ses conclusions. Sous le coup de l'émotion, effectivement, on a envie de faire des liens, mais restons prudents, restons même aussi peinés que nous soyons, restons sereins. Mais regardons quand même qu'il y a un terreau fertile d'une telle violence qu'on a rencontré en Grande-Bretagne, qu'on a rencontré dans d'autres pays européens, qu'on rencontre à Paris ce matin, qui interpelle tout le monde politique. D'accord, mais juste une dernière question sur ce point. À quoi attribuez-vous ce mauvais climat? Moi, je pense que je ne veux pas rentrer dans un débat qui deviendrait polémique dans l'heure qui suit. Mais lorsqu'on vit une crise économique violente comme celle que nous vivons depuis 2008, lorsque le chômage est très important et lorsque l'espoir est difficile à vivre, à discerner, alors soyons encore plus prudents. Et moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps avant ce drame terrible, il faut que les politiques refassent de la politique à pied, qu'ils aillent rencontrer la population, que nous-mêmes allions expliquer nos politiques, allions expliquer l'espoir que nous avons pour la France et pour son développement à nouveau, pour éviter que cette espèce d'ambiance désespérée puisse conduire certains à rejoindre des mouvements qui sont pas loin de la barbarie. Voilà, sachez que Manuel Valls vient de faire son entrée ici, salle des conférences. On est parti essayer de lui demander s'il voulait également témoigner sur notre antenne. On verra d'ici peu s'il veut bien s'exprimer. On va parler en attendant de votre volet, le volet décentralisation. Il y a un texte très important qui est débattu en ce moment et qui sera sûrement voté visiblement ce soir, vous l'espérez en tout cas. Il s'agit des métropoles et pourtant, on en entend parler, que ce soit Marseille, Paris, il y a des difficultés. Lyon, c'est passé. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés à faire passer ce texte qui paraissait presque consensuel au premier abord? Il y a deux types de difficultés. D'abord, rappelons qu'on a eu des débats très longs sur les chefs de file, sur les conférences de l'action publique, sur la modernisation de l'action publique et que les choses se sont bien passées parce que la commission des lois a bien travaillé. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous ne pouvez pas comparer la région parisienne avec Lyon ou avec Marseille. Chacun a sa spécificité, chacun a son histoire, et qu'à chaque fois qu'on avance par la loi, il faut que nous soyons tous attentifs à l'histoire, à la géographie, aux habitudes. Et c'est vrai que Paris, par exemple, on a vu des positions extrêmement différentes. Les uns, comme M. Carucci, voulaient une métropole-région, d'autres voulaient, comme M. Dalli, une métropole-département avec la fusion des départements. D'autres, comme le Parti communiste français, ne voulaient pas du tout d'intercommunalité dans la première couronne. Bref, on a vu que les raisons n'étaient pas les mêmes. Voilà. Et moi, je pense que si nous avons réussi sur Marseille, et je crois Marseille, Aix-Provence, nous avons toujours eu de grandes difficultés parce que les maires avaient beaucoup de craintes. Et il y a une semaine, j'ai eu la possibilité devant certains maires, même si c'était pas simple, vous en rappelez naturellement mieux que d'autres, on a passé ce petit moment. De prendre 3 engagements importants. D'une part, que tous les maires seraient représentés au niveau de la métropole. Et déjà, on avait fait un pas. Le deuxième engagement que j'ai pris devant les maires, c'est de pouvoir leur dire que leur dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire les finances des communes, seraient totalement préservées. Et le troisième engagement que j'ai pris la semaine dernière, c'est que le plan local de l'urbanisme pourrait être discuté sur les anciens périmètres des intercos. Donc on avait déjà
de l'espoir. Et je pense qu'après cette première lecture, je m'engage, M. Povinelli me l'a redemandé récemment. Un élu marseillais, un sénateur marseillais, il me l'a demandé, il a raison. Je vais revoir entre la lecture du Sénat et la lecture à l'Assemblée nationale les maires, une délégation de maires, les présidents des intercommunalités. Et moi, je suis Il y aura quelques retouches, c'est ce que vous dites. Il y aura quelques retouches. Je pense tel qu'il est, le texte est de qualité. Nous n'avons pas besoin de retouches. Nous avons davantage besoin d'explications avec les maires qui ont eu, et c'est normal, du mal à apprécier et donc à s'approprier les compétences transférées. C'est compliqué, c'est technique. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a la clé de l'histoire. Technique, Maryse Lebranchu, deux petites questions très simples. De quoi ont-ils peur, ces maires? Est-ce que c'est la fin des départements, alors que le but, on va le dire, c'est faire des économies quand même? Ils ont peur de quoi? De perdre leurs prérogatives, c'est ça? Je pense qu'il y a beaucoup, et ça a été exprimé sur divers bancs, beaucoup ont peur de voir disparaître le rôle du maire, c'est-à-dire la commune, la proximité, l'échelon premier de la République, alors que nous sommes engagés à le garder. D'autres craignent la disparition des départements. Le président de la République lui-même s'est exprimé, sauf avis contraire et volontariat comme à Lyon, il n'y aura pas de disparition des départements. Donc nous avions beaucoup d'éléments pour les rassurer, mais les craintes sont restées. Et je pense que la lecture du projet de loi, le commentaire qu'on pourra en faire, les explications, y compris publiques, que je suis prête à faire, nous permettront de montrer surtout que ce sont les populations qui vont gagner en termes de transport, de logement et de développement économique, et que la France peut gagner parce que les grandes métropoles ont toujours généré de la richesse. Merci beaucoup Marie-Lise Lebranchu. Je vous laisse regagner l'hémicycle car il y aura un moment très important. Un hommage en tout cas sera rendu à Clément Méric. Vous le savez, à l'instant, Jean-Pierre Bel vient de traverser le couloir depuis le salon du départ. Il va s'installer au plateau. Nous allons évidemment rejoindre l'hémicycle dans quelques instants. Cette information très importante, selon Manuel Valls, venu en tout cas du ministre de l'Intérieur, une vague d'interpellations a eu lieu en fin de matinée, début d'après-midi. L'auteur présumé des coups aurait été interpellé. On parle bien sûr de ce jeune étudiant de 19 ans de l'école Sciences Po. De diverses manifestations également ont lieu dans Paris aujourd'hui. L'une à cette école, Sciences Po, et en fin de journée, place à Paris, place Saint-Michel. Évidemment, on en reparlera sur notre antenne. Clément Méric qui a été victime d'une agression mortelle hier à Paris, boulevard Haussmann à Paris. On va essayer de rejoindre l'hémicycle dans quelques instants pour cet hommage de Jean-Pierre Bel. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est des crimes qui ne frappent pas seulement les personnes, qui ne heurtent pas seulement les consciences. Il est des crimes qui meurtrissent notre République. Hier soir, Clément Méric, jeune étudiant devant qui s'ouvraient les promesses de la vie, a été sauvagement agressé par des éléments d'un groupuscule qui tient la République en horreur. La représentation nationale condamne avec la plus grande fermeté cet acte de haine qui soulève l'indignation et la colère. Ce crime odieux appelle à la plus grande vigilance et à la mobilisation face au risque de résurgence d'une idéologie qui constitue un véritable danger pour la démocratie. Notre République doit être forte face à des groupes qui la bafouent. Elle doit être implacable avec ceux qui foulent aux pieds nos valeurs fondamentales de respect de la dignité humaine, de liberté d'expression et de fraternité. Il nous appartient de porter ces idéaux et ces valeurs contre l'intolérable. En votre nom à tous, mes chers collègues, j'adresse mes pensées et ma plus profonde sympathie à la famille de Clément Méric et à ses proches. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous aurez à vous exprimer dans le cours des questions d'actualité. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La parole est à Monsieur Gérard Longuet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, au moment de poser ma question au nom du groupe de l'UMP, je voudrais apporter, au nom du groupe de l'UMP unanime, notre soutien à votre intervention, Monsieur le Président,
Il était bon que cela soit dit, et vous l'avez dit dans des termes que nous soutenons. Ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine. Elle aurait pu s'adresser à Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault parce que le sujet de la famille est par nature un sujet interministériel. Elle aurait pu s'adresser, plus surprenante, à Monsieur Valls, tant il est vrai que dans ce gouvernement, en ce qui concerne la politique de la famille, ce sont apparemment les fonctionnaires de son ministère qui sont chargés d'entretenir un dialogue inutilement musclé et excessivement musclé avec ceux qui sont les partisans de la famille de toujours. Mais les réactions, la raison de ma question est autre. Elle a trait à la déclaration de Monsieur le Président de la République François Hollande qui a décidé d'augmenter les impôts pour rééquilibrer le déficit de la Caisse nationale d'allocation familiale. Cette décision est surprenante. D'abord parce qu'elle est en contradiction totale avec ce que le Président de la République avait énoncé dans sa campagne, dans sa conférence de presse. Elle oublie, semble-t-il, que déjà la loi de finances 2013 a pénalisé d'environ 500 millions d'euros les familles dites les plus aisées au titre du quotient familial et que cette mesure nouvelle va donc aboutir pour 1 million de foyers à adresser une note supplémentaire d'environ 1 500 € par an. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'un ménage aisé? C'est simplement un ménage plus ancien où l'ancienneté, l'expérience et pourquoi ne pas le dire la réussite, ce n'est pas un mot grossier, aboutit en effet à payer plus d'impôts. Quel est l'objectif du quotient familial? Ce n'est pas de rétablir à l'intérieur des familles l'équilibre, c'est de faire en sorte que les familles qui ont des enfants ne soient pas pénalisées à l'égard des familles qui n'ont pas d'enfants. C'est la raison pour laquelle, Madame Marisol Touraine, ma question est la suivante. Au moment où s'ouvre le débat sur les retraites, allez-vous remettre en chantier une mesure de bon sens qui est de faire prendre en charge le supplément pour les mères de famille qui ont élevé 3 enfants et plus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et non pas à concurrence de 4 milliards 100 millions par la seule CNAF. Si vous faisiez cet effort, nous pourrions épargner les familles qui ont pris la responsabilité d'avoir des enfants, leur épargner une taxe supplémentaire, alors que ce sont justement ces enfants qui, par leur présence, assurent l'équilibre du régime vieillesse dans notre pays par répartition. Merci. La parole à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, si j'entends bien votre question, il est urgent surtout de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire, et alors que nous avons hérité d'une branche famille avec un déficit de plus de 2,6 milliards, un déficit que vous avez vous-même creusé. Donc il en va effectivement de la volonté de pouvoir pérenniser, consolider, défendre notre modèle social dont la politique familiale est un des éléments importants, et ne pas vouloir réduire les déficits de la branche famille, c'est effectivement lourdement hypothéquer l'avenir même de la qualité de la politique familiale. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est de lutter contre la pauvreté des familles. Et il faut vous rappeler là aussi qu'un enfant sur 5 est considéré comme pauvre. L'UNICEF a pointé avec une réalité qui n'est pas à notre honneur, que nous sommes très mal placés en dépit des prestations financières que nous pouvons allouer, au fait que nous avons une situation de nos enfants pauvres tout à fait contestable. Enfin, si vous regardez ce que sont les attentes de nos concitoyens et de nos concitoyennes, c'est la volonté de développer des services d'aide à la famille et en particulier d'avoir une politique volontariste en la matière pour développer les places d'accueil des 0-3 ans et, contrairement à vous, ne pas diminuer, par exemple, de 55 000 les places de préscolarisation des enfants des 2-3 ans. Alors, face à cela, je voudrais aussi pointer justement sur les bancs de la droite que vous n'êtes pas unanime,
car moi je me souviens des propos d'Alain Juppé, de Xavier Bertrand, voire même de Raymond Soubi, qui dit que lorsqu'on est en période de crise, il faut justement défendre notre système de protection sociale en s'adressant et en allant là vers les plus démunis pour justement remettre en cause la question de la pérennité des allocations familiales sur les couches les plus aisées. Le choix qui a été fait par le gouvernement est la solution la plus juste, la plus efficace, qui est effectivement d'abaisser le seuil du plafond du quotient familial, qui concerne moins de 12% des familles. Cela signifie que 88% des familles n'est pas concernées. Et effectivement, c'est une politique juste et efficace pour la pérennité de notre politique familiale. Merci. La parole à Madame Chantal Jouanneau pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, l'ensemble du groupe UDI s'associe au message extrêmement juste que vous avez prononcé. Monsieur le Premier ministre, vous avez très certainement lu un rapport très intéressant, le baromètre de l'attractivité, publié par Ernst & Young, qui signale que l'implantation d'entreprises étrangères en France s'est effondrée en 2012, moins 13%, que c'est une situation inédite depuis plus de 10 ans, alors même qu'en Europe, par exemple chez nos voisins allemands ou anglais, l'implantation d'entreprises étrangères a triplé l'année dernière. Et là, je ne vous parle pas de finances, je vous parle d'emploi, un emploi salarié sur 8 dans ces filiales. Je vous parle de recherche, un quart de la recherche, un tiers des exportations. Le message que nous envoient ces investisseurs est simple. Quand vous déciderez-vous à changer d'orientation politique, comme d'autres pays l'ont fait d'ailleurs? Un message que Jean-Louis Borloo résume en des termes très simples. Vous avez une politique qui conduit à un massacre économique et social. Dois-je vous rappeler que vous avez, avec le CICE, à peine compensé les 30 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires votés? Ce que nous dit cet investisseur, arrêtez de dégrader notre compétitivité. Dois-je vous rappeler qu'en septembre, vous aviez promis la stabilité fiscale et les investisseurs ont besoin de stabilité fiscale? Dois-je vous rappeler qu'au sein de votre propre gouvernement, vous n'avez jamais démenti les pourfendeurs de ces entrepreneurs? Alors aurez-vous le courage de donner un message très clair, au-delà des discours, mais plutôt dans les actes, un message très clair, la priorité aujourd'hui est d'aider les entreprises. Alors, nos questions sont très simples. Aurez-vous le courage de remplacer le CICE par une véritable TVA sociale de 50 à 60 milliards d'euros? Aurez-vous le courage de dire en France ce que vous avez imposé aux fonctionnaires européens, à savoir travailler 2h30 de plus par semaine? Aurez-vous le courage aussi de condamner les propos de vos ministres quand ils désavouent les entrepreneurs? C'est une priorité absolue. On ne vous le demande pas pour renoncer à vos idéologies, on vous le demande juste pour la France. Si. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le Président, merci Madame la Ministre Chantal Jouanneau. Vous avez lu attentivement un rapport d'un cabinet d'expertise, Ernst & Young, et qui, comme vous l'avez certainement remarqué, s'arrête à l'année 2012. Et donc, comme vous avez été membre du gouvernement précédent, vous n'avez sans doute pas perdu la mémoire et que vous devez sans doute penser que cette évaluation porte sur les 10 dernières années, c'est-à-dire la période où la droite, les conservateurs ont gouverné la France. Le président de la République a été élu le 6 mai 2012 et moi-même j'ai été nommé le 15 mai 2012 avec un programme, une feuille de route qui est celle de redresser la France, de lui permettre de retrouver des marges de manœuvre en maîtrisant ses déficits publics, de redonner à notre économie toute sa force et sa compétitivité, mais en même temps de réformer notre système social, que ce soit la branche famille, la politique de santé ou encore notre système de retraite, non pas pour le détruire, mais pour le sauver. C'est toute la tâche du gouvernement. C'est à quoi nous consacrons tous nos efforts depuis le premier jour. Et donc, ici et maintenant, avec l'objectif, en effet, que notre pays retrouve toute son attractivité, parce qu'il a perdu, en effet, une partie de cette attractivité. Mais j'aimerais que vous ayez avec nous un discours
un peu plus positif et un peu plus généreux à l'égard de la France. Nous restons la 5e puissance économique du monde. Nous avons un niveau de qualité de vie et d'infrastructure inégalé. Mais nous avons des réformes à faire. La réforme de notre système éducatif, où c'est vrai que l'école de la République ne respecte pas toutes ses promesses de former notre jeunesse, et c'est le chantier de la refondation de l'école, vous en avez parlé il y a quelques jours. C'est aussi la réforme des collectivités territoriales, pour qu'elles soient plus efficaces. Et le Sénat y apporte sa contribution et je m'en félicite. Mais ce sont tous les autres chantiers, dont un, en effet, vous l'avez mentionné. Vous avez parlé du crédit d'impôt compétitivité emploi. Vous auriez pu parler, par exemple, de la réforme du marché du travail. Sécurisation des parcours professionnels d'un côté, une plus grande flexibilité de l'autre, et le Sénat s'est prononcé, c'est maintenant devenu la loi de la République. Le chantier de la formation professionnelle, il est devant nous, pour plus d'efficacité. C'est tout ça que nous avons entrepris pour redonner à la France toute sa force, pour lui permettre de retrouver son rôle leader en Europe. Elle le peut, les Français en ont la capacité. Il y a beaucoup de choses qui marchent heureusement dans notre pays, mais nous voulons que la France soit plus forte, plus attractive, mais elle ne le sera que si elle est plus juste. Et j'aimerais bien que vous soyez juste et lucide avec ce que vous avez été incapable de faire, avec ce qui a contribué à affaiblir la France. Eh bien, soyez lucide et retrouvez en quelque sorte un peu de lucidité pour soutenir l'entreprise de redressement que nous avons engagée. Merci. Nous en venons maintenant à 2 questions qui portent sur le même sujet et avec l'autorisation de leur auteur. Le Premier ministre répondra aux 2 ensemble. La parole est à Madame Laurence Rossignol pour le groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, hier soir, Clément Méric, jeune Brestois étudiant à l'IEP de Paris, a été battu à mort par un groupe de skinheads. Ce matin, une famille, des parents, des amis le pleurent. Nous partageons leur émotion et leur tristesse. Je pense, mes chers collègues, qu'il y a des moments où le silence, c'est le respect. Je dis, ce matin, leurs familles, leurs parents, leurs amis le pleurent. Nous partageons leur émotion et leur tristesse. Ce matin, ce sont la République et sa jeunesse qui sont meurtris. Depuis quelque temps, des individus, solitaires ou en meute, paradent, affichant les mêmes codes vestimentaires et physiques, à savoir ceux des groupuscules d'extrême droite, néo-nazis, identitaires. Ils affichent leurs idées, ils les diffusent. La banalisation de leurs discours, de leurs idées, de leur présence conduit à des passages à l'acte. Il y a peu de temps, le président du groupe Front National au Conseil régional Rhône-Alpes, après des agressions commises à Lyon, nous accusait de jouer à faire peur. Le dramatique événement qui s'est produit hier soir témoigne que non, ce n'est pas un jeu et que oui, nous avions des bonnes raisons d'avoir peur. Ces individus sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux où ils dévoilent avec arrogance leurs idées anti-républicaines, antisémites, racistes, homophobes et misogynes. Protégés par la toile, ils pensent pouvoir s'exprimer en toute impunité. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous indiquer si vous avez déjà des éléments d'enquête à nous communiquer? Quels moyens vous entendez développer pour repérer en amont ces individus sur le net? Et dans quelles conditions ces groupes pourraient être dissous et mis hors la loi? Merci. La parole est à Madame Cécile Cukierman pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la violence fasciste, la violence d'extrême droite, et c'est bien elle dont il s'agit, a frappé dans les rues de Paris hier soir. Un jeune homme de 19 ans, Clément Méric, serait aujourd'hui en état de mort cérébrale après l'agression sauvage dont il a été victime. Sa famille, ses amis, ses camarades sont aujourd'hui dans la souffrance et se préparent à un deuil que rien ne pouvait prévoir pour Clément, étudiant à Sciences Po, auquel la vie ouvrait les bras. Nous partageons sur les bancs du groupe communiste, républicain et citoyen cette souffrance et nous sommes persuadés que l'ensemble des démocrates et républicains nous rejoignent aujourd'hui dans ce sentiment. Nous serons ce soir à 18h30, place Saint-Michel, aux côtés de tous ceux
qui, peinés, choqués, révoltés, viendront faire savoir que la France ne veut pas de cette haine primaire, qu'il refuse la multiplication des actes violents, xénophobes, racistes, homophobes qui se développent depuis plusieurs mois. Nous avons demandé la suspension des travaux du Sénat durant la manifestation. Ensemble, ce soir, nous dirons « ça suffit ». Cette violence n'est pas le fruit du hasard. Depuis des années, l'agressivité se développe dans notre société. La crise profonde, la montée effroyable du chômage et de la précarité, des heures sombres de l'histoire du monde l'attestent, suscitent des comportements de repli sur soi et de recherche des boucs émissaires. Le racisme et la xénophobie, la mise en cause de la démocratie se développent quand la société va mal. Malheureusement, le mal se répand parfois si vite que le temps peut manquer pour réagir. Le crime commis hier soir par des individus qui, de toute évidence, appartiennent à la mouvance de l'extrême droite, doit être un avertissement suprême. La République doit réagir. Elle doit empêcher de nuire ceux qui sapent l'idéal de fraternité et de solidarité qu'elle porte en son sein. Il faut, Monsieur le Premier ministre, prendre les mesures de dissolution de certains groupes fascistes. Nous ne pouvons plus attendre. La République se doit de combattre les idées de haine véhiculées par l'extrême droite. Chaque atteinte à l'idéal républicain doit être prise et combattue fermement, pied à pied. Monsieur le Premier ministre, nous comptons sur votre gouvernement pour que les auteurs présumés de l'agression mortelle soient jugés et sanctionnés. Nous comptons sur les décisions fortes et vous pouvez compter sur nous pour renforcer plus que jamais notre vigilance républicaine et ne plus tolérer un seul discours d'extrême droite qui aujourd'hui a tué. Un tel crime ne doit pas se reproduire. La République doit aujourd'hui se dresser pour ensemble dire stop à la haine. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Sénat, vous avez trouvé les mots il y a quelques instants en ouvrant cette séance. Vous l'avez fait de façon solennelle et je voudrais vous en remercier parce que dans ces moments, en effet, comme vous l'avez dit, mesdames les sénatrices, madame Rossignol, madame Cukierman, avec vos mots qui étaient quasiment les mêmes, qu'il est important que la représentation nationale s'exprime de façon solennelle et sache se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire de défendre sans faiblesse, sans hésitation, sans aucun doute, les valeurs républicaines. Ce qui s'est passé hier soir, dont nous avons eu connaissance tardivement, mais dont les radios et les télévisions ont parlé tôt ce matin, c'est-à-dire la mort d'un jeune homme, Clément Méric, victime d'une agression, victime d'un crime odieux, hier, a profondément troublé les Français, les a indignés. Pas seulement nous, vous, les membres de la représentation nationale ou les membres du gouvernement, mais les Français dans leur immense majorité, qui ne se reconnaissent pas ni dans la haine, ni dans la violence, qui la refusent et qui veulent qu'on la combatte avec la plus grande fermeté. Je tiens à le dire ici devant mesdames et messieurs, vous les sénateurs, c'est la volonté du gouvernement, c'est l'engagement du gouvernement, il est total et il sera sans faiblesse. J'ai été informé juste avant cette séance par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que les auteurs présumés de ce crime avaient été arrêtés. Ils sont plusieurs. Je fais toute confiance à la direction régionale de la police judiciaire sous l'autorité du parquet pour mener au bout cette enquête. Je ne doute pas que la justice fera preuve de la plus grande sévérité, tout simplement en application des lois qui sont celles de la République. Mais c'est vrai qu'en cet instant, comme vous, je pense aux parents de Clément Méric, qui ont déjà, dans leur histoire familiale, connu d'autres drames, qui aujourd'hui sont profondément touchés par ce qui leur arrive. Et donc je voudrais leur exprimer notre solidarité, notre affection la plus totale. Je voudrais dire aussi notre soutien à tous ces jeunes étudiants qui font leurs études, qui aussi savent défendre des idées, mais qui les défendent avec les mots, avec la vigueur qui convient, mais en refusant la violence et en refusant la haine.
Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est non seulement de veiller à ce que ces idées ne prospèrent pas, qu'elles ne trouvent pas leur place, mais c'est aussi de trouver les réponses juridiques, politiques, pour que tous ces mouvements racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, qui sont contraires à toutes les valeurs de la République, soient combattus, y compris par les moyens de droit tels que vous l'avez évoqué. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste et néo-nazie et qui font tort à la République et qui font tort à la France. Ils sont ultra minoritaires. Mais parfois, ils veulent tenir le haut du pavé avec des armes, des coups de poing américains ou d'autres moyens. Mais c'est d'abord la haine qui les inspire, avec des idéologies qui ont fait tant de mal à la France, qui ont fait tant de mal à l'Europe. Elles n'ont pas complètement disparu, nous le savons. Donc, en tout instant, en tout moment, nous devons les combattre et le gouvernement les combattra. Et je suis sûr qu'à chaque fois que cela sera nécessaire, le Parlement soutiendra. Merci d'y veiller, nous y veillerons ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, de votre intervention. Et je passe la parole à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Je m'associe au nom du groupe écologiste aux paroles d'indignation et de solidarité exprimées par Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre et mes collègues sénatrices. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires européennes. Monsieur le ministre, depuis quelques années, le gouvernement islamo-conservateur au pouvoir en Turquie s'oriente vers l'instauration d'un régime autoritaire. Au nom d'un islam rigoriste dont il se revendique dans un pays à la solide tradition laïque, il impose chaque jour de nouvelles restrictions aux libertés individuelles. Des intellectuels et des journalistes sont emprisonnés pour délit d'opinion, à quoi s'ajoutent les discriminations contre les LGBT, les minorités et l'érosion des droits des femmes. La censure, enfin, est devenue une pratique courante. Le combat des habitants de Istanbul pour la sauvegarde de leur ville, commencé il y a 7 jours, s'est vite transformé en révolte contre le régime liberticide de Tayyip Erdogan. Les violences policières ont fait plusieurs morts et de très nombreux blessés. Malgré les excuses présentées à la nation par le vice-premier ministre turc, la tension ne faiblit pas et le mouvement s'amplifie. Nous, le groupe écologiste du Sénat, nous vous demandons, Monsieur le ministre, d'intervenir comme Angela Merkel et John Kerry auprès du gouvernement turc pour que cessent les violences policières et pour l'inciter à respecter les valeurs et les principes chers à l'Union européenne, incluant les libertés de manifestation et de réunion, l'expression et d'opinion. Pour que la Turquie achève ses réformes et se démocratise pleinement, encore aurait-il fallu ne pas fermer devant elle les portes de l'Union européenne. Déçue par ce refus, elle s'est spontanément tournée vers l'Est musulman, lieu mythique de ses origines, cédant à une tentation qui hante l'histoire du pays. Ainsi en fut-il au XIXe siècle avec le panislamisme et plus tard avec l'ottomanisme des jeunes Turcs. Actuellement, un tiers seulement des Turcs souhaitent entrer dans l'Union européenne. Nous, Européens, avons laissé le régime d'Erdogan s'installer durablement dans le pays, s'ingénier à y détruire les traces du kémalisme laïque, dont la place de Taksim est un des symboles, et à y rogner des libertés et des droits fondamentaux dont il n'a que faire. Les démocrates turcs résistent. L'Europe a le devoir d'amener au plus vite la Turquie, une fois devenue démocratique, à rejoindre l'Union. Quelle est donc la position de la France à ce sujet aujourd'hui, Monsieur le ministre? Merci. Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous avez fait référence à un mouvement, effectivement, des Stambouliotes contre la politique conservatrice du gouvernement turc. Je veux dire que face à
à l'usage excessif des forces de l'ordre à l'égard de la jeunesse qui a manifesté. La France a appelé et appelle à la retenue, effectivement, vis-à-vis des manifestations démocratiques qui se sont exprimées. La répression policière a fait 2 morts, 2000 blessés, 1700 arrestations temporaires. C'est trop. Aucune démocratie ne peut se construire, effectivement, sur la répression de celles et ceux qui s'expriment dans la rue. Nous le disons, le droit de manifester, le droit de s'opposer doit être respecté. Aucune démocratie ne peut se construire sur des bases qui ne respecteraient pas ce principe. Vous avez ensuite fait référence au fait que la Turquie, qui est un partenaire important, souhaite effectivement s'arrimer à l'Europe. Eh bien, la France et l'Union européenne travaillent dans cette perspective de développement d'une relation stable et de confiance avec la Turquie. Elle veut accompagner la Turquie vers la démocratie. La relation avec la Turquie permet du coup aussi de traiter des sujets tels que ceux que vous avez abordés devant l'hémicycle. C'est pour cela que la France a choisi, en mai dernier, effectivement, de tourner avec la position initiale de l'ancien gouvernement et qu'en février de cette année, nous avons dit notre ouverture pour que les négociations reprennent, notamment sur le chapitre 22 de la politique régionale, préalable à toute négociation pour arrimer la Turquie définitivement à l'Union européenne. Nous avons fait donc un geste à l'égard de la Turquie. Mais ce geste ne doit pas être à sens unique. Il faut que les autorités turques fassent preuve aussi d'avancées à l'égard du respect de la démocratie, des droits de l'homme, mais aussi pour qu'elles avancent vers des réformes et l'alignement sur l'acquis communautaire, qu'elles prennent en compte la question chypriote, pour nous c'est une question essentielle, et qu'elles soient aussi en coopération sur les questions migratoires. C'est pour cela, Madame la sénatrice, que je verrai la semaine prochaine mon collègue turc chargé des affaires européennes, M. Bağış, et je le rencontrerai dans cet esprit à la fois d'ouverture, mais aussi d'exigence, qui, je pense, peut réunir l'ensemble des parlementaires dans cet hémicycle. Merci. La parole à M. Pierre-Yves Collombat pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on ne tombe pas amoureux d'une courbe de croissance, proclamait la jeunesse révoltée en 1968. Encore moins d'une courbe de chômage, pourraient répondre ces petits-enfants étonnamment sages d'aujourd'hui. Non seulement cette courbe monte, mois après mois, mais accélère dans la montée. D'avril 2012 à avril 2013, selon la DARES, plus 361 700 chômeurs de catégorie A, soit une moyenne d'un peu plus de 30 000 par mois. Entre mars et avril 2013, la progression tangente 40 000 demandeurs d'emploi. Si rien ne change, calculez ce que cela donnera dans un an. 3 264 400 demandeurs d'emploi de catégorie A en avril 2013. Nous n'avions jamais connu une situation aussi préoccupante. Bien évidemment, le chômage de longue durée progresse lui aussi. Bien évidemment, les plus touchés sont les moins de 25 ans et les plus de 50 ans, ce qui laisse rêveur sur toute réforme des retraites qui allongerait la durée des cotisations sans diminuer le chômage de ceux qui sont censés cotiser, sachant aussi que moins de 50% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Pas étonnant donc que la consommation des ménages et leur pouvoir d'achat aient aussi baissé en 2012. Malgré tout, j'ai cru comprendre que le gouvernement reste optimiste, annonçant même une inversion de la tendance pour la fin de 2013, ce que pas mal de conjoncturistes récusent. Personnellement, je ne demande qu'à être convaincu. J'aimerais donc, Monsieur le ministre, que vous m'expliquiez comment une consommation nationale en baisse, comment la poursuite de la même politique de l'offre, même assortie du volet social des emplois d'avenir, qu'il faut soutenir, pourrait donner des résultats différents de ceux qu'elle a donnés jusque-là. Sauf à admettre, comme l'Allemagne, que la guerre économique en Europe est la solution du problème. Merci. La parole est à M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez décrit, à juste titre, la situation du chômage, parce que cette situation du chômage, pour le dire en sens inverse de l'emploi dégradé, est la préoccupation principale des Français. De ceux qui sont au chômage, mais de ceux qui pourraient craindre de l'être, ou de craindre autour d'eux, dans leur famille, dans leur entreprise, que ce chômage s'installe. Vous avez décrit depuis avril dernier, ce sont les chiffres, ils sont objectifs, mais la gravité de la situation vient du fait que ce n'est pas une augmentation depuis 1 an, c'est une augmentation depuis 5 ans.
5 ans où chaque mois, le ministre du Travail, quel qu'il soit, aujourd'hui moi-même, hier d'autres, annonce une augmentation du nombre des chômeurs. Je peux vous rappeler cette période où ça n'était pas 30 000 chômeurs de plus, ça n'était pas 40 000 chômeurs de plus, c'était 70 000, 80 000 chômeurs de plus par mois. Et c'est ça la gravité de la situation. Et c'est à cette situation cumulée depuis des années et des années qu'il faut aujourd'hui répondre. Comment, me demandez-vous? D'abord, et je n'insisterai pas sur cet aspect qui est très important, par le soutien à l'activité économique, le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui permet aux entreprises de disposer d'un certain nombre de milliards nécessaires à l'investissement et au soutien de l'emploi. Le contrat de génération, qui permet là aussi aux employeurs qui hésiteraient à d'embaucher un jeune sans pour autant, et vous soulignez cet aspect-là très important des choses, mettre un plus âgé dehors. Car à quoi sert-il de mettre un plus âgé dehors alors qu'il lui faut attendre pendant de plus longues années le droit de partir à la retraite? Et puis c'est toutes les politiques de l'emploi, celles que vous avez soutenues dans cet hémicycle, largement souvent, les emplois d'avenir ou bien les emplois aidés classiques que vous avez su utiliser aussi en sautant et que nous voulons utiliser de manière plus pertinente encore. Les emplois d'avenir, c'est en train de décoller et de marcher. Ayez cela en tête. Et vous-même, là, qui poussez un cri qui me paraît malvenu par rapport à la situation des jeunes auxquels on veut répondre, mobilisez-vous aussi dans vos départements. Et ça sera quand même meilleur pour la France et pour les Français que de pousser des cris ainsi parfaitement insipides dans cet hémicycle. Ce sont aussi l'ensemble des emplois aidés. Le Premier ministre a décidé l'allongement de la durée des emplois aidés à 12 mois. Parce que l'année dernière, la moyenne des emplois aidés était de 6 mois, cumulés pendant un seul semestre, le premier semestre de l'année 2012. Allez donc savoir pourquoi. Eh bien maintenant, c'est 12 mois pour permettre une bonne insertion des chômeurs, en particulier de longue durée. Voilà, monsieur le sénateur, les politiques qui sont en place, les politiques qui montent en puissance, les politiques qui vont nous permettre, avec une croissance retrouvée, d'inverser effectivement une courbe du chômage dont personne n'est capable de tomber amoureux. Merci. Merci. La parole est à madame Elisabeth Lamure pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question est pour Madame Pinel. Madame la ministre, un nouveau feuilleton sème la perplexité car il se déroule sur fond de cacophonie. Vous travaillez sur la réforme du dispositif de l'auto-entrepreneur et il y a quelques jours, le gouvernement a fait un certain nombre de révélations à ce sujet par la voix de plusieurs ministres, mais des voix pour le moins discordantes. Vous annonciez vous-même le 23 mai des mesures destinées à restreindre la durée et l'activité des auto-entrepreneurs. C'est alors que des centaines de milliers de poussins se sont fait entendre. Le Premier ministre a immédiatement déclaré vendredi dernier que les mesures se limiteraient au secteur du bâtiment et que pour les autres, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Dans le même sens, le ministre du Budget indiquait que Bercy ne procéderait qu'à des changements à la marge. Ensuite, vous-même, Madame la Ministre, vous avez en quelque sorte tenté de rétablir la vérité en déclarant que Jean-Marc Ayrault avait cité le bâtiment comme exemple, qu'on avait mal interprété ses propos, mais que la réforme ne se limiterait pas au seul secteur du bâtiment. Et dire que récemment, Laurent Fabius se félicitait d'entendre moins de couacs au gouvernement. Au final, dans ce dossier, quelles sont les intentions du gouvernement ? Vous avez beaucoup décrié ce régime, pourtant vous ne semblez pas vouloir le supprimer. Nous l'avions nous-mêmes modifié et amélioré après avoir écouté les professionnels. Vous ferez sans doute vos propres propositions pour rapprocher les auto-entrepreneurs des régimes de l'artisanat. Mais vous qui êtes justement ministre de l'artisanat, la meilleure manière d'aider les artisans, c'est de baisser leurs charges, c'est de simplifier leurs démarches. C'eût été de ne pas augmenter leurs cotisations, pas plus que d'augmenter la TVA au 1er janvier prochain. Là seraient les bonnes mesures pour favoriser l'entrepreneuriat que nous soutenons. Souffler en permanence le chaud et le froid, annoncer tout et son contraire est de nature à inquiéter. Alors au milieu de ce brouhaha de déclarations contradictoires, apportez-nous une clarification. Nous en avons tous besoin et les entrepreneurs plus que les autres. Merci. La parole à Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Elisabeth Lamure. Vous m'interrogez sur la réforme du régime de l'auto-entrepreneur que le gouvernement souhaite conduire. Je regrette le ton polémique que vous avez employé, caricatural. Vous m'interrogez sur un sujet important qui concerne de nombreux Français, qui constitue l'essentiel de nos TPE et qui mérite de clarifier et de reformuler un certain nombre de propos que vous déformez. Vous êtes vous-même dans une famille politique qui, ici ou là, peut demander une évolution législative du régime de l'auto-entrepreneur. C'est le cas de certains députés UMP à l'Assemblée nationale. C'est aussi le cas de certains députés de l'UMP lors de la Commission des affaires économiques qui explique qu'il y a en effet certains écueils à ce régime. Donc parlez-moi de la cohérence, vous qui semblez aujourd'hui dire qu'aucune réforme n'est nécessaire. Alors je vais vous présenter, Madame la sénatrice, les 3 objectifs que vise le gouvernement dans cette réforme. D'abord, c'est de préserver ce régime qui a permis de libérer l'esprit d'entreprendre, qui a permis par sa simplicité de faciliter la création d'entreprises. Le deuxième objectif, c'est de l'améliorer, de le rendre plus clair, plus efficace, pour permettre de développer de véritables projets d'entreprendre et de ne pas voir cela comme un statut précaire, ce que vous n'avez pas voulu faire puisque vous n'avez pas souhaité accompagner ces auto-entrepreneurs pour passer à la vitesse supérieure. Nous le proposons. Nous voulons enfin corriger certaines lacunes, certaines erreurs. Des témoignages de plus en plus nombreux me parviennent sur le contournement du droit du travail en matière de salariat déguisé. C'est aussi un des objectifs de cette réforme. C'est la raison pour laquelle je poursuis cette concertation au nom du gouvernement. J'ai reçu ce matin les organisations professionnelles de l'artisanat qui ont fait des propositions. Je reçois tout à l'heure les fédérations des auto-entrepreneurs parce que l'objectif du gouvernement, c'est de réconcilier tous les entrepreneurs de France pour la réussite économique de notre pays. Merci. La parole à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre délégué auprès de Madame la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement, je voudrais vous interroger sur les décisions récentes prises par le gouvernement en matière de logement. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement ont, dès votre arrivée, pris des mesures essentielles pour enrayer la crise du logement et la crise de la construction. D'ailleurs, c'était bienvenu car on avait déjà des prévisions de chute de construction extrêmement alarmantes. Ces mesures, je les rappelle très rapidement, mais il faut les souligner parce que leur efficacité est en train de se mettre sur le terrain. Premièrement, mise à disposition des terrains publics de l'État gratuitement pour faire du logement social, régulation des loyers à la relocation, durcissement de la loi SRU pour réussir la mixité sociale, en même temps augmentation des aides à la pierre alors qu'elles baissaient jusqu'alors, et enfin suppression de l'indigne prélèvement sur les organismes HLM. C'était déjà une action substantielle. Mais le président de la République, le 21 mars, parce qu'il sait que la politique du logement est une politique lente à voir ses effets sur le terrain, et parce qu'il y attache une importance capitale, a décidé de lancer un plan d'urgence. Dans ce plan d'urgence, il y a 2 volets. Le volet simplification avec les lois d'habilitation. Nous sommes en train d'en discuter. Mais il y a un volet essentiel et qui est une décision positive. Remettre le logement social comme un bien de première nécessité en octroyant une TVA à 5 pour le logement social. Car si nous avons des reculs de construction, c'est que le gouvernement précédent avait fait passer cette TVA à 7. Il y a donc eu un progrès avec cette décision et ça rendait difficile le bouclage de certaines opérations. Alors maintenant que cette décision est prise, il faut la faire rentrer dans les réalités. Et il est important pour les acteurs du logement, Monsieur le ministre, de bien connaître le champ de cette TVA. Le logement locatif social, l'accession sociale à la propriété avec 2 sujets. Premièrement, ce qu'on appelle la location-accession, le PSLA, et la construction en zone en rue de renouvellement urbain, sujet que vous connaissez parfaitement. Puis enfin, la TVA à 5 pour la rénovation de ce parc social,
ce qui est tout à fait essentiel à la fois pour les charges, mais pour la qualité de vie dans nos quartiers. Alors je vous interroge, Monsieur le Ministre, j'ai entendu la ministre faire un certain nombre d'annonces, mais je crois que l'ensemble des acteurs souhaitent maintenant y voir clair. Quel est le champ d'application des TVA 5 ? C'est une très bonne décision. Je ne doute pas que si la clarification est faite et la mobilisation des acteurs du logement social réussit, nous pourrons ensemble tenir les engagements du Président de la République de 150 000 logements sociaux par an. Merci, Monsieur François Lamy, ministre chargé de la Ville. Et merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, je vous demande d'abord d'excuser Cécile Duflot, qui représente aujourd'hui le gouvernement au colloque sur les nouvelles ruralités à Vichy. Je crois qu'elle sait votre engagement en faveur du logement et elle aurait souhaité pouvoir répondre à ma place pour vous rappeler l'engagement et l'ambition du gouvernement en faveur de la construction du logement. Vous avez précisé, rappelé les premières mesures qui avaient été prises par Cécile Duflot et par le Premier ministre pour permettre d'arriver à cet objectif de 150 000 logements sociaux par an et pour préserver les emplois dans le secteur du bâtiment. Vous avez rappelé les mesures prises par le Président de la République et tout particulièrement le plan d'investissement pour le logement qui comprend une mesure très attendue par les acteurs du secteur, la baisse de la TVA à 5% dans le domaine de la construction et de la réhabilitation de logements sociaux. Je tiens à vous préciser que cette TVA à taux réduit pourra également s'appliquer à la location accession. Vous aurez l'occasion d'en débattre lors de l'examen de la prochaine loi de finances. En outre, afin de lever les freins à la construction, une série de 8 mesures consensuelles, largement concertées dans le cadre de la préparation de la loi logement et urbanisme, que Cécile Duflot présentera à la rentrée en septembre, vont être prises par voie d'ordonnance. Je les rappelle, une procédure intégrée pour le logement qui fusionne les délais au lieu de les empiler, un géoportail de l'urbanisme, l'augmentation du taux maximal de garantie d'emprunt pour les collectivités territoriales, des mesures en faveur de la densification, la lutte contre les recours abusifs, la création d'un statut du logement intermédiaire, la suppression de la possibilité de garantie intrinsèque pour les opérations de vente de logements en état futur d'achèvement et enfin la facilitation de la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment. Ce projet de loi, qui sera adopté avant la fin du mois de juin, habilitera donc le gouvernement à prendre des ordonnances dans des délais variant de 4 à 8 mois. Ainsi, les dispositions relatives au contentieux d'urbanisme concertées dans le cadre d'un groupe de travail pourront être adoptées en Conseil des ministres dès le mois de juillet. Ces dispositions permettent la création de la procédure intégrée pour le logement et des dérogations en faveur de la densification doivent faire l'objet d'ajustements précis avec les partenaires. Enfin, vous avez parlé du plan d'investissement pour le logement. Il repose sur la mobilisation massive des acteurs du secteur. Nous signerons donc avant l'été, avec le monde HLM, un pacte, symbole de notre ambition commune, qui matérialisera nos efforts et notre engagement mutuel en inscrivant de façon cohérente et pragmatique nos objectifs. Vous le voyez, le gouvernement dispose de l'énergie, de la volonté et de l'ambition nécessaires pour parvenir dès 2014 à la construction de 150 000 logements sociaux. Merci. La parole à Monsieur Jacky Lemaine pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée à la Famille. Madame la ministre, avec courage et détermination, le gouvernement poursuit depuis un an une politique de redressement de notre pays, en annonçant lundi qu'il privilégiait la réduction du quotient familial à une baisse des allocations familiales. Le Premier ministre a confirmé l'option prise à l'automne dernier dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, assurer l'universalité des prestations sociales tout en renforçant la progressivité de l'impôt sur le revenu. Nous sommes en effet face à un défi important, continuer à adapter notre politique familiale aux évolutions de la société et aux besoins croissants qui en découlent, notamment en termes d'accueil des enfants dans un contexte financier difficile. Plutôt que de contribuer à la réflexion commune sur le renforcement de l'offre sociale, l'opposition essaie, une fois encore, de se poser en défenseur des classes moyennes sans en définir le champ ni donner de propositions. Étant peu apparemment familière du concept de progressivité de l'impôt, elle passe sous silence le fait que la mesure annoncée ne produira ses effets qu'au-delà de 5 000 € de revenus mensuels pour un couple avec 2 enfants
elle ne produira ses effets maximum qu'aux alentours de 9 000 € de revenus. Or, comme le soulignait Martin Hirsch mardi dernier dans le journal Le Monde, ce sont dans ces tranches de revenus représentant 12 % des ménages que le bénéfice des prestations familiales est le plus élevé. C'est la conséquence de leur versement sans condition de ressources, héritage sur lequel le gouvernement a jugé avec raison qu'il ne fallait pas revenir. Réagir en assurant un financement renforcé, ce n'est pas attaquer certaines familles, c'est garantir à l'ensemble d'entre elles un financement pérenne des mécanismes de soutien. Vous le faites avec le souci de la justice, en augmentant par ailleurs les aides aux familles les plus modestes. Soutenir les familles, c'est développer par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes en partageant entre eux le congé parental d'éducation. Les sénateurs socialistes s'associent à cette démarche et nous ne sommes pas les seuls. Vous avez pu le constater lors du débat consacré à la politique familiale le 16 mai dernier. Sur ces bancs, le groupe CRC, par exemple, y soutenait également la modulation du quotient familial plutôt que la réduction ou la modulation des prestations. L'impôt sur le revenu est le levier naturel de la redistribution. En procurant 1 milliard d'euros de ressources nouvelles, la réduction du quotient engage le redressement de la branche question, cher collègue, il fallait s'il le vous plaît. faire. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous exposer le détail des mesures que ces ressources nouvelles permettront de prendre? Merci. La parole à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, effectivement, c'est un effort sans précédent, mené avec beaucoup de détermination, qui va être pris en particulier dans le développement des modes d'accueil des 0-3 ans. Je voudrais rappeler que l'évolution du Fonds national d'action sociale de la CNAF lors de la précédente convention d'objectifs et de gestion que vous avez signée passait de 4 à 4,6 milliards, lorsque nous allons le faire passer de 4,6 milliards à 6,6 milliards. Vous connaissez mal les ressorts de la branche famille, je suis désolée. Le FNAS, effectivement, cette augmentation substantielle du FNAS va permettre la création de 275 000 places d'accueil des 0-3 ans qui se ventileront de la façon suivante. 100 000 places en crèche lorsque vous n'en avez créé que 60 000, 100 000 places auprès des assistantes maternelles lorsque vous n'en avez créé que 80 000 et enfin 75 000 places de préscolarisation lorsque vous en avez supprimé 55 000. Le deuxième axe de la politique volontariste de ce gouvernement, c'est aussi de développer le soutien à la parentalité, tant il est urgent d'en finir avec la politique de stigmatisation des familles qui a été la vôtre et qui se traduira en termes budgétaires par le doublement du budget du soutien à la parentalité, qui passera de 50 millions à 100 millions. Les efforts sont des efforts substantiels. Tout simplement, parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne demandent pas simplement que des prestations financières, mais aussi des services. Et je ne comprends pas que vous ne puissiez pas vous engager avec autant de détermination vers cette voie-là, car assurer le développement économique de vos territoires, investir et faire en sorte que les entreprises soient intéressées par vos territoires, c'est la capacité à offrir une qualité de service aux futurs salariés. Dans cette qualité des futurs services aux salariés, le fait de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle et donc d'offrir des places en crèche est un élément fondamental. Les électeurs en 2014 sauront apprécier. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Sido pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et intéresse probablement beaucoup de mes collègues sur ces bancs et ils attendent une réponse précise, Monsieur le ministre. La décision du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013 censure pour partie l'article 46 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et intercommunaux. Elle contrarie le dialogue que vous avez instauré entre les préfets et les élus sur les modifications des limites territoriales des cantons. En limitant à la seule notion d'intérêt général
les cas de dérogation qui permettent aux futurs territoires d'élection de pouvoir compter un nombre d'habitants qui diffère d'une moyenne départementale, le Conseil constitutionnel modifie les termes des consultations engagées sur le terrain. En effet, comme vous l'avez souhaité, les préfets ont consulté les élus sur ces questions et vous ont adressé, pour chaque département, une synthèse de préconisations issues des territoires. Je ne doute pas que les services du bureau des élections ou un autre bureau du ministère de l'Intérieur sauront en tirer la substantifique moelle. Seulement, à cette époque, nous avions à l'esprit la création d'un tunnel autorisant des variations de plus ou moins 20 ou 30% autour d'une moyenne départementale d'habitants afin de soutenir la ruralité. L'Assemblée nationale a refusé cette approche de bon sens, lui préférant une énumération à la Prévert de cas de dérogation, énumération d'ailleurs jugée trop générale par le Conseil constitutionnel et censurée pour le risque de délimitation arbitraire encouru. Aujourd'hui, afin que le dialogue se poursuive dans le cadre d'une réflexion stabilisée, je vous remercie infiniment, Monsieur le ministre, de bien vouloir indiquer au Sénat si les opérations de remodelage des circonscriptions électorales se basent ou s'appuient sur la nouvelle carte intercommunale, si, d'une manière ou d'une autre, des variations de population de plus ou moins 20% seront permises entre les différents cantons, et si oui, par quel mécanisme juridique il s'agit bien là de soutenir et de défendre la ruralité. Troisièmement, à quel moment, mesdames et messieurs les préfets, recevront du ministère un projet de nouvelle carte cantonale? Et enfin, si la méthode et les mêmes critères seront appliqués dans tous les départements, dans le même état d'esprit, nonobstant les spécificités montagnardes ou ultramarines de certains d'entre eux. Je vous remercie. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bruno Sido, d'abord, soyez beaux joueurs. Le gouvernement se félicite de la décision rendue le 16 mai dernier par le Conseil constitutionnel qui a confirmé la constitutionnalité du mode de scrutin binominal majoritaire. C'est une victoire pour la démocratie, c'est une victoire pour l'équilibre dans nos départements et c'est une victoire d'abord et avant tout pour la parité. Et je vous rappelle enfin ce que vous contestiez également, qu'il a accepté, il a autorisé également le renvoi des élections régionales et départementales en 2015. Cette décision entérine les grands principes du redécoupage cantonal, la primauté du principe d'égalité du suffrage et donc une limitation stricte des écarts, la moyenne, et cette règle s'applique et c'est normal. Vous avez rappelé que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions considérant qu'elles ne pouvaient être inscrites dans la loi parce qu'elles n'avaient pas été de portée générale. Pour autant, la décision du Conseil précise elle-même ces exceptions géographiques qui sont proches de celles qui avaient été votées. L'insularité, le relief, l'enclavement, la superficie. Et ces ajustements sont conformes, Monsieur le sénateur, à l'esprit des propositions du gouvernement et aux engagements pris au cours des débats au Parlement. Et ne regrettez pas la décision du Conseil constitutionnel, ou en tout cas il faut en tirer les conséquences. C'est vous qui avez saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donné raison sur l'essentiel de la loi, a censuré un point qui reste dans l'esprit de la loi, mais vous n'avez qu'à vous en prendre, vous et à l'UMP, pour cette censure, pour avoir choisi le Conseil constitutionnel. Il faut être cohérent, Monsieur le sénateur, quand on alerte le gouvernement. Enfin, je vous rappelle, et c'est là l'essentiel, un peu de malice quand même, nous avons eu ce débat, les concertations, les consultations commencent, les préfets sont saisis, les présidents de conseils généraux et les élus également. Ce travail va durer, sauf pendant la période estivale comme nous nous étions engagés. Le Conseil d'État va être après les avis des départements et régulièrement, puisqu'il ne s'agira pas de présenter un bloc, le Conseil d'État examinera les découpages par département. Et il faudra que ce travail de concertation, qui doit tenir compte de l'équilibre des territoires, des équilibres politiques, de la concertation. Cela doit se faire contrairement à ce qui s'est passé sur un certain nombre de découpages il y a quelques années. Et croyez-moi, moi j'en suis convaincu, les départements sortiront renforcés grâce à ce nouveau découpage et grâce à la parité. Nous aurons ainsi tous contribué à approfondir la démocratie dans notre pays. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. Mes chers collègues, nous en avons fini avec des questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise
à 16h15 pour la suite de la discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. La séance est suspendue. Voilà, vous avez pu suivre en direct les questions d'actualité au Sénat. Nous, on refait la séance dans quelques secondes. Voilà, on refait la séance, on refait donc les questions d'actualité au Sénat. Des questions d'actualité qui ont été marquées par un hommage solennel dans l'hémicycle. Après l'agression mortelle de Clément Méric, c'était